Merci beaucoup. Bonjour donc à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce webinaire donc, qui traitera du système des serveurs racines du DNS essentiellement. Alors, tout au long de ce webinaire, nous aurons donc essentiellement trois présentateurs, moi-même déjà présenté, Yaovi Atoum et puis Cédric. L'agenda est, je vais dire, subdivisé en 7 points que nous allons quand même parcourir relativement rapidement. Alors, nous voulons présenter le système de serveur racine, mais nous allons commencer par voir ce que c'est d'abord le DNS, le système des noms de domaine. Et puis, nous allons ensuite comprendre ce que c'est que ce fameux système de serveur racine et quelle est son utilité. Alors, pour commencer, nous sommes en train de suivre ce webinaire depuis certainement nos ordinateurs ou nos téléphones, nos smartphones. Nous sommes connectés à Internet. Alors, il faut savoir que Internet, lorsque ce réseau a commencé au début des années 70, à la fin des années 69, des années 60, pardon, et le début des années 70, c'est avec des identifiants qu'on appelle des adresses IP. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé, même si les versions ont changé à cause notamment du nombre de ressources qui commençaient par grandir sur le réseau. Alors, on a commencé avec ce qu'on appelle des adresses IPv4. Et j'aime bien faire l'allusion ou la similitude avec le réseau téléphonique. Beaucoup d'entre nous ont connu des réseaux téléphoniques qui ont commencé peut-être avec 6 chiffres. Et au fur et à mesure que les réseaux grandissaient, on est passé à 8 chiffres ou 10, 11 chiffres même dans certains pays. Donc, les ordinateurs, lorsqu'ils sont en réseau, pour pouvoir les identifier, on les identifie avec ce qu'on appelle des adresses IP. C'est des numéros et un ordinateur a au moins un numéro, une adresse IP pour pouvoir donc l'identifier. Comme nous-mêmes, lorsque nous avons un réseau mobile, nous sommes abonnés à un réseau mobile, nous avons une carte SIM. La carte SIM est assignée, à la carte SIM est assigné donc un numéro de téléphone, un identifiant. C'est exactement pareil. Et avec le temps, au fur et à mesure donc, que les ressources IPv4 s'amenuisaient, il a fallu donc passer à une nouvelle version de protocole qu'on appelle IPv6 qui permet de pouvoir avoir beaucoup plus d'adresses en fait. Donc, permet de pouvoir autoriser beaucoup plus d'équipements sur le réseau Internet. IPv4, c'est un peu plus de 4 milliards d'adresses IP, donc un peu plus de 4 milliards d'équipements qui peuvent se connecter au réseau. Mais vous convenez avec moi que 4 milliards d'équipements aujourd'hui pour Internet, c'est très peu. Il y a tellement d'équipements aujourd'hui. On parle de la vingtaine de milliards avec Internet des objets d'ici quelques années. Et donc, tout comme vous aussi dans le réseau téléphonique, vous utilisez les noms pour pouvoir enregistrer dans le répertoire téléphonique de votre téléphone. Vous utilisez des noms pour pouvoir enregistrer donc les numéros de téléphone parce que les numéros de téléphone sont plus difficiles à garder. C'est la même problématique sur les réseaux informatiques. Au fur et à mesure qu'on constate qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'ordinateurs, on ne peut plus garder les numéros IP. Et donc, au début d'Internet, c'était un fichier qui permettait de faire cette translation-là d'adresse IP en nom. Malheureusement, très rapidement, on a constaté que ce fichier posait énormément de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul fichier. Donc, lorsque un ordinateur est ajouté quelque part dans le réseau, il faut envoyer un email à l'administrateur qui gère ce fichier-là pour qu'il puisse insérer le nom et l'adresse IP du nouvel ordinateur qui a été connecté à Internet. Mais malheureusement,
Au fur et à mesure donc, que le réseau Internet grandissait, le fichier devenait grand, ce qui est normal. Et plus le fichier est grand, plus il est difficile aux ordinateurs qui doivent aussi avoir une version de ce fichier-là. Il est difficile aux ordinateurs d'avoir à temps la dernière version du fichier. Donc, c'était vraiment compliqué. Et il a fallu donc très rapidement, au début des années 80, trouver une solution à ce problème. Donc, on a traversé toute la décennie 70 en gérant avec ce seul fichier-là qui permettait de faire la translation des noms en adresse IP. Et deux personnes se sont penchées sur la question, Paul Moka-Petris et Jonathan Postel. Les voilà en bas sur le slide. Ils se sont penchés sur la question et pour eux, il s'agissait vraiment de résoudre les difficultés de maintien de ce fameux fichier host.txt et comment est-ce qu'il fallait faire pour simplifier également la réplication du dit fichier pour permettre vraiment à tous les ordinateurs sur le réseau, peu importe où ils se trouvent dans le monde, qu'ils puissent vraiment avoir la dernière version de ce fichier. Donc, dès qu'une nouvelle entrée est introduite, que n'importe quel ordinateur puisse être capable de pouvoir lire cette entrée-là. Et de leurs études se sont penchés donc, de leurs études qu'ils ont menées, il y a eu un résultat. Le résultat, c'est le système des noms de domaine. Et ce système des noms de domaine, c'est beaucoup de documentation qu'ils ont d'abord écrite pour expliquer le concept. Il y a 3 liens qui sont partagés sur ce slide-là. Pour ceux qui sont intéressés, lorsque vous obtiendrez les slides, vous pouvez aller lire ces documents qui présentaient donc le concept du système des noms de domaine. Qu'est-ce que c'est? Comment ça devait fonctionner? De quoi est-ce qu'on avait besoin? Comment est-ce que les ordinateurs allaient faire pour pouvoir interagir avec ce système des noms de domaine? Ils ont écrit tout ça. Ils ont également élaboré un plan de transition pour quitter donc l'ancien fichier qui servait jusqu'alors et aboutir au nouveau système de noms de domaine et le rendre opérationnel. En gros, le système des noms de domaine, c'est, on va dire, c'est un arbre inversé, d'accord, avec pour racine le point et qui se trouve au-dessus de cet arbre-là. Donc, l'arbre grandit vers le bas, alors qu'un arbre traditionnel qu'on connaît, il grandit plutôt du bas vers le haut. Alors, pourquoi est-ce que ici, dans le système informatique, il grandit du haut vers le bas? C'est pour un souci de maintenabilité et d'opérationnalisation. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'au niveau de cet arbre, il y a on peut dire qu'il y a des étages, il y a des niveaux, d'accord? Donc, la racine, c'est le niveau, c'est pour ça qu'on l'appelle la racine d'ailleurs, c'est le cœur de ce système-là. Et on dit qu'il a une étiquette nulle. Si vous voulez, c'est le 0. Alors, juste en dessous, immédiatement de la racine, il y a ce qu'on appelle le niveau 1. Donc, c'est des domaines de premier niveau qui sont enregistrés dans la racine. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1500 domaines de premier niveau, dont 1238 qui sont de la catégorie de ce qu'on appelle les noms de domaine génériques, le .com, le .org, le .africa, puisque nous sommes en Afrique, d'accord? Beaucoup connaissent certainement le .africa, le .net, le .home, le .edu, etc. Et puis, il y a les noms de domaine qui sont assignés aux pays, qui, eux, sont sur 2 caractères. Donc, ils reprennent les codes ISO de ces pays-là. Et eux, ils sont au nombre de 308 aujourd'hui, plus une zone spéciale qu'on appelle la zone ARPA, qui, elle, est beaucoup plus destinée à faire ce qu'on appelle le reverse DNS. Alors, pourquoi est-ce que la racine est si importante? Plusieurs raisons, mais il y a 2 qui sont vraiment fondamentales. C'est que lorsque votre ordinateur veut aller, on va faire un exemple typique, hein, vous voulez aller sur www.ican.org ou bien vous voulez aller sur www.afrinic.net, votre ordinateur ne connaît pas l'adresse IP. Encore une fois, il faut qu'il fasse la translation de ce nom-là que vous avez tapé dans votre navigateur, qu'il fasse la translation pour retrouver l'adresse IP parce que
le site web se trouve sur un ordinateur qui est quelque part connecté dans le monde à Internet et votre ordinateur a besoin de connaître l'adresse IP. Et pour ça, il va s'adresser à un serveur qu'on appelle le serveur DNS récursif, le resolver, qui est quelque part certainement dans votre entreprise ou bien au niveau du fournisseur d'accès. Et généralement, dans la plupart des configurations typiques, le resolver va s'adresser d'abord à la racine parce que c'est la racine qui est le début de la hiérarchie DNS. Souvenez-vous, on avait vu la hiérarchie dans le slide précédent. Et c'est la racine qui est le début, donc, qui est la porte d'entrée, si vous voulez, donc, de ce système DNS. Et c'est à partir de la racine, donc, qu'on va rediriger le serveur récursif resolver jusqu'à pouvoir trouver donc l'adresse IP de www.afrinic.net ou bien de www.ican.org, par exemple. Donc, si le resolver n'arrive pas à contacter la racine, c'est que le processus est bloqué parce que c'est tout un long processus qui dépend de combien d'interrogations il faudra faire jusqu'à trouver la réponse. Et en plus de cela, c'est qu'on a dit, pour ceux qui suivent bien l'actualité d'Internet, jusqu'en 2012, on n'avait que 23 noms de domaines génériques, les .org, les .net, .edu. Et puis subitement, on a commencé par entendre des .africa, on a commencé par entendre des .hôtel, on a commencé par entendre .paris, .académie, etc. Alors, tous ces noms de domaine de premier niveau, on a dit tout à l'heure, ils sont enregistrés où? Ils sont enregistrés dans la racine. Donc, c'est vraiment dans la racine que les noms de domaine de premier niveau sont enregistrés. Et donc, si cette racine n'est pas disponible, on ne peut pas accéder aux noms de domaine de premier niveau. Catastrophe, Internet risque de ne pas bien fonctionner. Donc, c'est pour toutes ces raisons que la racine est extrêmement importante. Alors, on va essayer de voir un peu l'histoire qui conduit du fameux DNS qui a été introduit donc en 1980-83 jusqu'à avoir un système de serveurs racines aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs racines qui ensemble constituent en fait une seule racine comme on va le voir plus tard, mais qui forment donc un système, une constellation. Et tout à l'heure, on avait dit donc que tout a commencé en 83 avec John Postel et Paul Moka-Petris qui ont publié les premiers RFC, les premiers documents qui présentaient le concept donc, du système des noms de domaine. En 84, donc, Paul Moka-Petris a configuré, il a déployé le premier serveur racine parce que, encore une fois, souvenez-vous, on a dit le DNS commence d'abord par la racine. Donc, il a installé le premier serveur racine. Il était à l'Institut des sciences de l'information. C'est à l'Université de Caroline du Sud aux États-Unis. Et puis, l'année qui a suivi, de un serveur, on est passé à 4 serveurs très rapidement, mais tout s'est toujours centralisé sur les États-Unis. La plupart du temps, ils sont souvent pionniers dans beaucoup de choses liées à la technologie. Donc, en gros, il y avait 2 serveurs sur la côte Est et 2 serveurs sur la côte Ouest des États-Unis. En 87, il y a eu 3 nouveaux serveurs qui se sont ajoutés. Donc, il y a eu une certaine diversité, mais on constatait que tous ces 7 serveurs étaient toujours aux États-Unis. Et il a fallu attendre 91 pour que le premier serveur racine hors des États-Unis puisse être opérationnel. Et c'était en fait, on va dire, un remplacement parce que l'US Air Force qui gérait un des serveurs racines s'était retiré. Et donc, c'est NodeNet, pardon, d'accord, qui est basé en Suède et qui gérait déjà, d'ailleurs, le CCTLD de la Suède, qui a donc récupéré le premier serveur racine qui n'est pas basé aux États-Unis. Et puis en 93, il y a eu 2 nouveaux serveurs en plus, toujours aux États-Unis quand même, avec Paul Vixie qui vit toujours et qui travaille toujours sur Internet. Donc lui faisait déjà des travaux sur Bind qui est vraiment le logiciel populaire en matière de DNS. Et il avait demandé, il avait sollicité donc à avoir un serveur racine pour pouvoir continuer un peu les travaux qu'il faisait jusque-là autour du DNS. En 1995, il y a eu deux activités majeures pour répondre à une problématique qui était apparue depuis quelques mois, quelques années, et qui était que, vous savez, DNS utilise en fait le protocole de transport UDP.
UDP, c'est un protocole de transport, si vous voulez. J'ai besoin d'une ressource en tant que client. Je vais chercher la ressource auprès du serveur, mais le serveur n'a aucun moyen de pouvoir s'assurer que l'information que quelqu'un est venu chercher, la personne l'a effectivement obtenue. Donc, on dit que c'est un protocole de transport best effort. Il fait ce qu'il peut sans rien vous garantir. C'est vrai que dans les spécifications techniques de départ, DNS peut fonctionner sur UDP ou sur TCP, mais parce que UDP est plus rapide, on a souvent préféré donc le déploiement avec UDP. Malheureusement, la taille du paquet UDP est fixe, c'est 512 octets, et les 9 serveurs racines qu'on a atteints en 1993, leur nom ne pouvait plus rester dans les 512 octets. Enfin, ils restaient, mais on ne pouvait plus ajouter donc de nouveaux serveurs racines. Du coup, on était visiblement limité parce qu'on ne pouvait pas ajouter de nouveaux serveurs racines. Si on les ajoutait, les paquets UDP ne pouvaient pas donc transporter tous les noms. Il a fallu donc faire deux opérations, ce qu'on a appelé le changement de label et la compression de label pour obtenir de la place dans le paquet UDP. Et là, ça a permis donc de pouvoir insérer quatre nouveaux serveurs racines. Et puis, le changement de label donc, a permis de renommer en fait les serveurs parce qu'ils avaient des noms distincts, différents et tout ça. Et finalement, on a obtenu donc des noms qui étaient sous le format A.root-server.net, B.root-server.net. Et comme il y en avait 13, maintenant, ça faisait A jusqu'à M. D'accord? Donc, souvent, vous allez entendre parler de A, root-server.net, B, etc. C'est après l'opération de 95 que ça s'est passé. Et depuis donc 97, où les 4 derniers serveurs se sont ajoutés, donc, et de 9, on est passé finalement à 13. Depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, le système de serveurs racine est resté tel quel. Donc, de 1 serveur en 84 à 13 serveurs en 97, c'est ça qui forme le système de serveurs racine. Et puis, il y a eu par la suite quelques opérations, on va le voir plus tard, mais pour le moment, on va s'arrêter ici pour faire un petit sondage. Je vous invite donc à répondre à la question quand pensez-vous avoir utilisé le DNS pour la dernière fois? Avec donc les explications que nous venons de donner. Je vous invite à aller sur le site menti.com, www.menti.com, en tapant le code 81 32 09 6. Et là, vous allez voir la question qui va apparaître et vous pourrez donc y répondre. Donc, je répète la question que Yazid vous a adressée, www.menti.com et le code est 81 32 09 6. Donc, nous vous conseillons de garder une page ouverte sur cette application parce que nous allons l'utiliser tout au long du webinaire. Tout à fait. Donc, la question est, quand pensez-vous avoir utilisé le DNS pour la dernière fois? Exactement. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez également des questions, vous pouvez aller dans l'onglet Q&A du menu de Zoom et puis vous allez constater que vous pouvez donc taper votre question à l'intérieur de l'onglet Q&A. Merci beaucoup. N'oubliez pas donc de répondre à la question « Quand pensez-vous avoir utilisé le DNS pour la dernière fois ?» Pour ceux qui ne sont pas encore allés, c'est sur www.menti.com que vous allez et puis vous tapez le code 81 32 09 6 et puis vous répondez donc à la question. Merci. Willy, est-ce que nous avons peut-être des questions en attente? On va faire un tour. Non, pour le moment, non. C'était une des questions à rapport avec ce qui sera abordé par la suite. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous avons 9 participants sur la vingtaine que vous êtes. Ce serait bien d'avoir un peu plus. C'est d'autant plus que d'autres questions vous seront posées. Tout à fait.
Donc, Medajan, Yazid, on note donc la plupart de ceux qui ont répondu, majoritairement, donc en fait, te disent qu'ils sont en train d'utiliser actuellement le DNS. Ah, c'est super, merci. Effectivement, ils sont en train d'utiliser le DNS actuellement parce qu'ils ont dû cliquer sur le lien du webinaire dans le mail qu'ils ont reçu et leur ordinateur donc, a dû chercher à faire la translation pour savoir sur quel serveur ils devaient se connecter pour pouvoir obtenir donc, le présent webinaire. Donc, bravo à ceux qui ont répondu. Je l'utilise actuellement. Ok, très bien. Yazid, c'est quand tu veux, continuer. Tu peux... Merci beaucoup. Donc, nous allons voir à quoi est-ce que ressemble le système de serveur Racine aujourd'hui, en 2020. En gros, on a dit que depuis 1997, rien n'a changé sur le cœur de ce système de serveurs Racine. Ils sont restés 13 serveurs. On les appelle des labels, 13 labels, donc A jusqu'à M. Aujourd'hui, grâce à IPv6, et comme on a dit tout à l'heure qu'il y a une transition qui est en train de se faire pour passer à IPv6, les 13 labels ont donc une adresse IPv4 et une adresse IPv6. Donc, 26 adresses en tout pour les 13 serveurs A jusqu'à M. Et de ces 13 serveurs-là, il y en a 2 qui sont administrés par la même entité. Il faut savoir en fait que chacun de ces serveurs racines est géré par ce qu'on appelle un opérateur de serveur racine. Donc, on a 12 opérateurs de serveur racine parce qu'il y a un opérateur qui gère 2. On va voir ça tout à l'heure. Et on a plus de 1300 instances de serveurs racines qui sont déployées dans le monde entier aujourd'hui. Alors, d'un côté 13, d'un autre côté 1300, ça peut prêter à confusion, mais ne soyez pas du tout confus. Il y a une technique en fait en routage et en réseau informatique qu'on appelle Anycast et qui permet donc de pouvoir déployer la même ressource avec les mêmes adresses IP dans différents réseaux dans le monde. Et donc, c'est ce qui a été fait depuis le début des années 2000, où chacune de ces instances de A, chacun de ces labels de A jusqu'à M a été, si vous voulez, dupliqué un peu partout dans le monde, mais il garde exactement la même adresse IPv4 et la même adresse IPv6. Donc, tout ce qui est A, chaque fois qu'on le duplique quelque part dans le monde, il va garder la même adresse IPv4 et la même adresse IPv6. C'est la même chose pour B, C ou J ou M. Alors, en termes de trafic aujourd'hui, c'est vrai que les données qui sont là, c'est juste pour avoir un aperçu du volume de trafic. Il y en avait environ 80 milliards de requêtes DNS qui sont donc parvenues au système de serveur racine du DNS le 1er décembre 2018. Et là, il n'y avait pas le trafic de G, root server, mais aujourd'hui, chacun des opérateurs pour l'ensemble donc de ces serveurs Anycast déployés dans le monde, on est environ à 15 milliards de requêtes qui sont reçues par jour. Chacun des opérateurs de serveurs Racine sur son site web publie les statistiques quotidiennes donc de trafic reçu sur ces serveurs. Et vous pouvez vous rendre sur le site web root-serveur.org pour avoir donc beaucoup plus d'informations sur tout ce qui concerne les instances de serveurs racines dans le monde. Les opérateurs, les voilà, on a dit qu'ils sont au nombre de 12 parce que pour le A, la racine A et la racine J, c'est VeriSign qui est l'opérateur. Et puis, donc, les autres instances de serveurs racines. ICANN a également la gestion d'une instance de serveur racine qui est le L et qu'on appelle généralement aussi IMRS. IMRS pour dire ICANN Managed Root Server. Yaovi, mon collègue, va beaucoup plus parler de ce serveur-là tout à l'heure. Donc, on a parlé de déploiement des instances dans le monde. Il y a 2 modes de déploiement. Il y a des instances qu'on appelle des instances globales. Donc, imaginons que, par exemple, le A root server, on veut le déployer quelque part dans un pays, d'accord?
on peut le déployer soit en version globale, soit en version locale. La différence, c'est que la version globale, lorsqu'elle est déployée, les opérateurs, les réseaux IP voisins peuvent également bénéficier de cette instance-là. Alors que lorsqu'il s'agit d'une instance locale, c'est l'opérateur chez qui le serveur Racine a été déployé seulement qui en bénéficie. Donc, par exemple, on peut aller déployer une instance de Racine dans une université et c'est seulement l'université qui va bénéficier donc de ce serveur Racine. Eh bien, on va parler d'instance locale. Et cette carte du monde donne un aperçu de l'état du système de serveurs Racine le 28 septembre, donc il y a juste quelques jours, où on était à 1326 instances de serveurs Racine qui sont donc déployées dans le monde. Et puis, vous pouvez voir les différentes répartitions. Une fois encore, vous pouvez aller sur le site web www.root-servers.org et puis vous pouvez donc vous amuser à zoomer cette carte-là pour pouvoir mieux comprendre et mieux voir donc les instances qui sont déployées un peu partout. Alors, on a dit que la racine, c'est l'endroit où les noms de domaine de premier niveau sont déployés. Et pour pouvoir faire donc les changements dans la racine, il y a un processus. Il y a un processus de gestion donc de la zone racine. Et tout part donc des managers, des gestionnaires de ces noms de domaine de premier niveau qu'on a appelé les top level domains. Ils vont donc soumettre une requête de changement à la fonction IANA qui gère donc la coordination de la distribution des adresses IP, mais également des identifiants Internet de façon globale dans le monde. Et IANA va donc analyser la requête et une fois que la requête est estimée correcte, elle va donc la transférer à ce qu'on appelle le root zone mainteneur. Donc, il y a une entité, il se fait que c'est VeriSign aussi, parce que c'est un contrat qui a été fait donc d'externalisation. IANA a confié par contrat donc à VeriSign la gestion du fichier de zone racine. Donc, l'IANA va transférer à VeriSign, qui est ce qu'on appelle le root zone mainteneur, donc le gestionnaire de la zone racine. Et c'est VeriSign qui va donc implémenter ce changement dans la racine. Donc, on a dit tout à l'heure, par exemple, Point Africa. Lorsque Point Africa a été créé, il a fallu donc que VeriSign fasse la création du Point Africa dans la zone racine, ainsi de suite. Une fois que la mise à jour est faite dans la base de données, eh bien, le nouveau fichier de zone racine est distribué vers donc, les 13 serveurs racines. Et chacun de ces opérateurs de serveurs racines va maintenant distribuer à son tour dans la constellation d'instances Anycast qu'il gère, qu'il a sous sa tutelle. Et puis, c'est comme ça que nos ordinateurs vont donc, à travers les différents resolvers dont on a parlé tantôt, vont pouvoir avoir les mises à jour lorsqu'ils auront de nouvelles interrogations DNS à faire seulement sur la base des utilisateurs qui veulent aller sur un site web ou qui veulent utiliser un service Internet. Vous pouvez aujourd'hui consulter le contenu de la zone racine, donc les 1500, un peu plus de 1500 noms de domaines dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller les consulter sur ce fichier-là. Une fois que vous aurez la présentation, vous pouvez y aller. Sinon, on va partager également le lien dans le slide, dans le chat, pardon. Alors, de façon plus spécifique, en Afrique, on va voir comment est-ce que donc les serveurs racines sont déployés, quelles sont les instances qui sont dans les pays. Mais avant cela, je vais vous inviter à nouveau à aller donc sur menti.com encore, www.menti.com. Vous tapez le code 81 32 096 et puis vous pourrez donc répondre à la deuxième question. Quelle instance de serveur racine est ou sont installées dans votre pays, selon que vous avez peut-être plus d'une instance de serveur racine donc dans votre pays. Donc, on a dit que les instances de serveur racine sont de A jusqu'à M. Alors, quel serveur racine est dans votre pays ou
quelles instances, si vous en avez plusieurs, sont installées dans votre pays. Donc, comme Yazid a dit, si vous en avez plusieurs, si vous avez connaissance de plusieurs instances, vous pouvez sélectionner les différentes instances, ou bien si vous n'en avez pas. Yazid, pendant que les participants répondent, Oui. il y avait une question dans la section Q&A. Quelqu'un, Adam, demandait, chaque domaine est relié, c'était sa question, à une adresse IP. Qu'en est-il pour le sous-domaine exemple.com? Est-il relié à la même adresse IP que le domaine lui-même? Ah, d'accord. Merci pour la question, Adam. Alors, quand vous créez un domaine, d'accord, donc on prend le cas typique de exemple.com. Pour avoir déjà exemple.com, il faut aller enregistrer donc le domaine exemple chez .com. On va dire qu'on va chez un registraire, d'accord, du .com. Un registraire, c'est quelqu'un qui vend les noms de domaine. Donc, vous allez voir un registraire qui vend du .com et vous allez dire, vous voulez exemple.com. Alors, une fois que vous avez exemple.com, c'est vous qui gérez exemple.com. Alors, vous pouvez avoir des enregistrements directement dans exemple.com. Donc, vous allez dire www.exemple.com directement. Ou bien, vous allez créer, donc, comme vous l'avez dit, un sous-domaine, d'accord, dans le domaine exemple.com, d'accord? Et si vous avez créé un sous-domaine, vous allez alors, si vous voulez, gérer directement vous-même le sous-domaine, ou bien vous allez à nouveau, comme le .com vous a transféré la gestion de exemple, vous pourrez décider que vous transférez également la gestion du sous-domaine.exemple.com à une autre entité qui n'est pas vous. D'accord? Et pour ça, dans vous, exemple.com, là où vous gérez exemple.com, vous devez mettre l'adresse IP ou le nom de celui qui va gérer sous-domaine.exemple.com. J'espère que j'ai expliqué et que Adam a compris mon explication. Je pense aussi. Et de plus, il y avait également une explication dans la session Q&A. Donc, par rapport au sondage, donc jusqu'ici, les 11 personnes ont répondu. Encore une fois, nous encourageons les uns et les autres à participer. Il y aura encore 2 autres sondages. Mais comme tu vois, en fait, les participants, en fait, pour la grande majorité, ne savent pas s'ils ont une instance racine dans leur pays. D'accord, super. Alors, vous pouvez vous connecter à www.route-serveur.org. Je vais le mettre dans le chat. Voilà. Il y a mon collègue Paul Moutiene qui a déjà mis le site web donc, dans le chat. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là et vous allez voir directement la carte, comme je vous l'avais montré tantôt. Vous pouvez voir la carte et vous allez donc voir dans votre pays quelle instance, si déjà vous avez une instance, et si vous n'en avez pas, et si vous en avez effectivement, vous pourrez donc voir, vous cliquez sur l'icône, le logo qui sera là, et vous allez voir donc le nom de l'instance de serveur Racine qui est déployée chez vous. Mais de façon globale, à la date du 1er octobre 2020, il y a 110 instances de serveurs Racine qui sont déployées en Afrique. D'accord? C'est vrai qu'il y a plusieurs pays encore qui ne disposent pas d'instances de serveurs Racine. Donc, s'il y a des participants de l'Algérie, du Mali, du Niger, du Tchad, du Cameroun ou de la Zambie, par exemple, qui participent à ce webinaire, eh bien, ils ont déjà la réponse que chez eux, il n'y a pas, il n'y a pas d'instance de serveurs Racine chez eux actuellement. Et de façon générale, quand on compare par rapport à d'autres régions du monde, les 110 instances de serveurs Racine ne sont pas suffisantes. Donc, plus de fournisseurs de services Internet, plus d'opérateurs, plus d'entreprises et même d'universités devraient déployer donc, les instances de serveurs Racine. Mon collègue Yaoui va mieux vous expliquer qui peut déployer une instance de serveur Racine et comment tout à l'heure. Donc, en Afrique de l'Ouest, nous en avons globalement 22.
pendant qu'en Afrique du Sud, il y en a pratiquement 50, ils sont très actifs dans cette région-là. En Afrique de l'Est, environ une trentaine. Et puis au nord et au centre, il y en a environ une dizaine. Bon, vous savez, il y a certains pays qui sont pas clairement fixés. Est-ce qu'ils sont du centre ou de l'Est? Parfois, c'est un peu difficile. Donc, ces statistiques-là ne sont pas, je vais dire, figées, statiques ou standards. C'est une distribution qui peut varier d'une classification à une autre. Alors, eh bien, on a dit qu'on a 13 instances de serveurs Racine avec un peu plus de 1300 Anycast aujourd'hui. Mais comment est-ce que tout ça est géré à travers le monde? Comment est-ce que la coordination se fait? C'est ce que nous allons aborder maintenant. Mais on va vous rediriger encore vers menti.com avec le même code 81 32 096 pour vous poser une question à laquelle nous souhaiterions avoir votre réponse. Est-ce que vous pensez que l'Afrique contribue à la gestion du système de serveurs Racine que nous sommes en train de présenter ici? Est-ce que vous pensez donc que l'Afrique contribue à la gestion du système de serveurs Racine du DNS? Donc, vous allez sur www.menti.com, vous cliquez et puis vous tapez le code 81 32 096 et vous répondez donc à la question: est-ce que l'Afrique contribue à la gestion du système de serveurs Racine? Alors, pendant ce temps, on va voir s'il y a encore de nouvelles questions dans le Q&A. Visiblement, il n'y en a pas. Ah! Quelqu'un au Sénégal a dit qu'il y a 4 instances de serveurs Racine chez lui. Donc, il est certainement allé sur le site web rootserver.org et puis il a vu les 4 instances qui sont déployées chez lui, qui sont D, E, F et L. Nous avons toujours 11 personnes, les 11 personnes régulières. Ah. Est-ce que les autres participants, les 20, là, ils sont 28 participants. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est des zombies qui sont sur les machines? Je n'ose pas croire. Allez, essayons d'être... Ah, voilà. Nous avons eu 2 de plus. Mais Allez, dans la grande majorité, tu vois, donc la plupart disent que donc l'Afrique, en fait, contribue à la gestion du système de serveurs Racine. Oui. Effectivement, ils ont bien vu, et c'est vrai que l'Afrique contribue. Alors, il se passe quand même quelque chose avant qu'on revienne à cette question-là. Depuis que Jonathan Postel, qu'on avait vu en photo à droite, est décédé en 98, il n'y a pas de processus clair au niveau de la communauté pour ajouter ou remplacer un opérateur de serveur Racine. C'est lui qui gérait un peu tout ça, mais on ne sait pas aujourd'hui comment ça peut se faire. Bon, il y a une entité au sein de la communauté d'ICANN, un comité un comité de conseil, d'accord, qu'on appelle le RSAC, Root Server System Advisory Committee. Donc, c'est le comité de conseil pour tout ce qui concerne le système de serveur Racine. Donc, il fournit essentiellement en fait des conseils au conseil d'administration de l'ICANN et à la communauté d'Internet en général. Donc, leur conseil, c'est généralement soit, oui, des conseils ou des avis, d'accord, leur avis, leur point de vue sur donc des sujets relatifs au fonctionnement, à l'administration, à la sécurité et à l'intégrité du système de serveur Racine. Donc, souvenez-vous, on a dit que c'est dans ce système de serveur Racine, encore une fois, que les noms de domaine de premier niveau sont configurés. C'est là-bas également qu'on va faire les mises à jour lorsqu'un opérateur de domaine de premier niveau doit changer de serveur, de name server. C'est là-bas également qu'on doit faire ces changements-là. D'accord? Et pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité Internet, on a parlé de KSK Rollover, d'accord, pour ce qui concerne donc la clé de sécurité DNSSEC sur la Racine. C'était en octobre 2018, d'accord. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui se font au niveau de la racine du
du DNS et qui sont vraiment des activités importantes pour le fonctionnement même d'Internet. Et c'est pour ça donc que ce comité de conseil a été mis en place. Et au sein de ce comité de conseil, il y a donc un représentant de chacun des opérateurs de serveurs Racine. Donc, il y a un représentant des 12 opérateurs de serveurs Racine et chaque représentant a également son suppléant. Donc, au cas où il n'est pas disponible, le suppléant va le suppléer. C'est son rôle. Mais il y a également d'autres personnes qu'on appelle des liaisons. C'est des personnes qui jouent donc le pont, qui font le pont entre le RSAC et d'autres entités importantes d'Internet, de la communauté d'Internet. Donc, avec l'IANA, qui s'appelle aujourd'hui PTI, avec le root zone maintainer, donc avec VeriSign. Donc, il y a une personne qui assure la liaison entre le RSAC et VeriSign. Une personne qui assure la liaison entre le RSAC et l'Internet Architecture Board, et puis une personne qui assure la liaison entre le RSAC et une autre entité de conseil de la communauté d'Internet de l'ICANN qu'on appelle le SSAC. SSAC, c'est Security and Stability Advisory Committee. Donc, le comité de conseil pour la sécurité et la stabilité. Et il y a ce qu'on appelle le RSAC Caucus. Donc, le RSAC Caucus, c'est une autre équipe au sein du RSAC qui est composée essentiellement de personnes volontaires, complètement volontaires, et qui assistent les membres du RSAC, donc les 12 opérateurs de serveurs Racine là. Pardon. Qui assistent donc les 12 opérateurs de serveurs Racine dans leurs tâches quotidiennes, à savoir l'édition des documents, faire de la recherche, les mesures, etc., consolider les documents et tout. Et il y a 7 Africains qui font partie donc de ce RSAC Caucus composé aujourd'hui de 102 membres. Donc voilà à quel niveau les Africains contribuent, entre autres, d'accord, au système de serveurs Racine. On a dit tantôt également qu'il y a 110 instances de serveurs Racine qui sont déployées en Afrique. Donc l'Afrique contribue également à la gestion du système de serveurs Racine. Il y a beaucoup d'Africains aussi dans les différentes autres organisations qui composent la communauté d'ICANN, d'accord, des volontaires, de simples utilisateurs jusqu'aux administrateurs de domaines de premier niveau, génériques, etc. Il y a donc des volontaires africains qui travaillent, qui se penchent donc sur l'élaboration des politiques et les commentaires lorsqu'il y a des appels à commentaires publics, donc qui donnent leur contribution, leur point de vue. Et c'est important que vous puissiez participer également à ce genre d'activités-là dans la communauté. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez aller sur le site web du RSAC, www.icann.org/groups/RSAC, et puis vous aurez donc beaucoup de documentation liée à RSAC. Il y a également un document intéressant qui a été écrit par le RSAC, bien sûr, qui relate donc l'histoire du système de serveurs Racine. La dernière version est parue en juin de cette année, la version 2. La première version était parue, je pense, en 2016 ou en 2017. Donc, vous pouvez suivre également ce lien-là et aller lire ce document très intéressant qui donne un certain nombre de détails sur comment est-ce que le système de serveurs Racine a évolué depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Le même RSAC a également écrit un document qui a une proposition donc, de modèle de gouvernance pour le système de serveurs Racine du DNS. Et l'une des nouveautés introduites par donc, cette proposition, c'est d'avoir pensé à un modèle de gouvernance avec 5 entités principalement, donc une fonction de secrétariat pour tout ce qui concerne les tâches administratives, une fonction pour tout ce qui concerne donc l'élaboration des politiques, de la stratégie et même de l'architecture du système de serveurs Racine. Une autre fonction qui exclusivement va se pencher sur donc comment est-ce qu'il faut sélectionner l'arrivée de nouveaux opérateurs Racine, ou comment est-ce qu'il faut faire pour lorsqu'un opérateur décide d'abandonner, de se retirer donc
comment est-ce qu'il faut faire pour assurer le retrait sans qu'il y ait des perturbations donc, sur le fonctionnement global d'Internet. Une autre fonction qui gère donc tout ce qui est performance et supervision, performance et supervision. Donc, beaucoup de mesures pour pouvoir s'assurer que les serveurs fonctionnent bien et que chacun des opérateurs délivre le meilleur du service Racine à la communauté. Et puis, une fonction donc financière. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir davantage sur cette proposition-là, donc, vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche là. Oups, pardon. Vous pouvez aller donc sur le lien qui s'affiche là et vous en saurez davantage. Aujourd'hui, ce document qui a servi donc de proposition a été soumis au conseil d'administration de l'ICANN. C'était en 2017 en fait que cette proposition RSAC 037 a été publiée, a été soumis au conseil d'administration de l'ICANN qui s'est basé donc sur cette proposition pour élaborer un nouveau document conceptuel qui a été publié à la communauté globale Internet pour des appels à commentaires, donc des contributions. Toute la communauté, chacun a donné son point de vue. Les points de vue ont été pris en compte, intégrés, et puis un groupe de travail a été mis sur pied. Donc, un groupe de travail sur la gouvernance du système de serveur Racine, c'est RSS GWG en anglais, Governance Working Group, donc Root Server System Governance Working Group, et ils sont en cours de travail actuellement jusque, je pense, janvier ou février 2022. Donc, le but de ce groupe de travail est de pouvoir donc s'assurer que les différents appels à commentaires et tout ce qui est contenu dans RSAC 037 est implémenté pour qu'à la fin, on obtienne donc une équipe qui assure donc la gouvernance de quoi? Du système de serveur Racine du DNS. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller donc sur le lien de ce groupe de travail-là. C'est le lien qui s'affiche juste en dessous. Alors, comment est-ce que vous pouvez obtenir une instance de serveur Racine? Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser donc la parole à mon collègue Yaoui qui va vous entretenir donc sur cette partie-là du webinaire. Yaoui, si tu es... Merci beaucoup, Yazid. Merci à vous tous dans ce webinaire. Je travaille dans le département l'engagement global, qui s'appelle engagement global des parties prenantes. Avant de parler de pourquoi héberger, je voudrais juste rappeler que nous parlons de plusieurs notions aujourd'hui. Nous parlons de comité consultatif et mon collègue Paul Mouchenet a mentionné dans le chat d'autres comités consultatifs. Donc, c'est un groupe de la communauté, ça, les comités consultatifs, et vous allez voir que les cycles se terminent par AC pour dire Advisory Committee, qui est en anglais, donc AC. Donc, vous allez entendre ALAGA comme il a mis. Et puis, nous avons aussi les organisations de soutien et se termine par SO. Donc, quand vous allez sur le site de icann.org, vous allez lire beaucoup plus sur la communauté de l'ICANN, qui principalement est composée d'organisations de soutien et des comités consultatifs. Donc, ensuite, il y a l'ICANN même en tant qu'organisation. Quand vous lisez nos documents aujourd'hui, vous allez voir qu'on a écrit ICANN organisation, ICANN organisation. C'est là beaucoup plus il y a les personnels. Donc, autour de 400 aujourd'hui qui travaillent dans le monde entier. Et bien sûr, le conseil d'administration. Donc, en fait, il y a trois grands groupes. Quand nous parlons d'ICANN aujourd'hui, il y a trois grands groupes. Il y a l'ICANN en tant qu'organisation, où il y a le personnel. Nous avons la communauté de l'ICANN et nous avons le conseil d'administration. Donc, je voulais finir pour mentionner encore Ayana. Quand on parle toujours d'Ayana, en fait, c'est parce que c'est les fonctions Ayana. Et aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle PTI, en anglais PTI, une société qui s'occupe de la mise en œuvre de ces fonctions que nous appelons les fonctions Ayana, qui sont essentiellement trois: la gestion des ressources IP, et les noms de domaine, et puis nous avons les paramètres de protocole.
Aussi, je voudrais rappeler qu'on nous a parlé tout de suite des noms de domaine de premier niveau. Ça ne se crée pas tous les jours. Donc, il y a tout un processus et la communauté impliquée. Et chaque fois qu'on voudrait augmenter ce nombre, on nous a dit qu'il y a aujourd'hui plus de 1300 noms de domaine, plus de 1200 nouveaux noms génériques. Donc, il y a des discussions en cours pour vous dire qu'il faut participer à toutes ces discussions. Alors, pourquoi héberger un serveur, une instance de serveur Racine? Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est maintenir une infrastructure DNS sécurisée, stable et résiliente. Donc, c'est l'une des raisons. Avoir plusieurs, d'abord, on nous a dit qu'on a plusieurs opérateurs. Donc, ça, c'est déjà un élément. Et on nous a dit que chaque opérateur permet à ceux qui sont volontaires de pouvoir héberger une instance. Donc, tout ça là est pour renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience. Donc, aussi, réduire l'utilisation de la bande passante Internet pour les requêtes DNS. Comme on nous a dit au début, quand on veut faire une résolution, il faut aller chercher l'information à la racine. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. Mais quand, en théorie, on le voit. Quand on fait des mesures, on voit ça. Mais on peut ne pas sentir ça. Mais quand je dis ma connexion est lente, ça peut être relatif quand je ne donne pas les chiffres. Mais en réalité, quand on voit les chiffres, on voit que quand plus on accède rapidement à la racine, plus on a la requête. Donc, le fait d'avoir un accès rapide à l'information, ça réduit l'utilisation de la bande passante Internet. Par exemple, si vous avez un serveur Racine, une instance localement, et vous n'avez pas besoin nécessairement de sortir du pays pour aller chercher l'information à l'extérieur. C'est-à-dire un équipement qui n'est pas au sein du pays. C'est là où ce que je veux dire. Aussi, le temps de réponse, comme je l'ai dit, c'est réduit lorsque nous avons une requête. Alors, qui peut héberger un serveur Racine, une instance? Qui peut héberger ça? Et c'est ce que nous voyons sur ce slide maintenant. Qui peut? Donc, ils sont déployés, les instances de serveurs Racine sont généralement déployées dans les centres de données, comme nous appelons généralement en anglais les data centers, les points d'échange Internet, les ISP, les opérateurs de services GSM, les registres. Les registres, c'est eux qui s'occupent des noms de domaine de premier niveau quand nous parlons de registres. Donc, c'est eux qui ont eu l'agrément au niveau de l'ICANN pour gérer les noms de domaine de premier niveau dont on nous a parlé. Nous avons les registrés qui sont ce que nous appelons aussi les bureaux d'enregistrement. Donc, c'est chez eux qu'on va quand on veut enregistrer notre domaine. Les hébergeurs, quand nous avons des contenus pour héberger, donc il y a des structures qui sont spécialisées dans ça. Vous avez des fournisseurs d'accès Internet, donc ils vous offrent la possibilité de vous connecter. Et bien sûr, toute autre organisation de la communauté. Donc, en résumé, toute structure intéressée peut héberger une instance de serveur Racine. Donc, toute personne qui est intéressée peut héberger, toute structure peut héberger. Alors, si vous pensez que votre région est mal desservie, parce que tout à l'heure, nous avons fait un pôle et nous avons vu qu'il n'y a pas de serveur Racine dans certains pays. Donc, vous pouvez contacter un opérateur d'un label, que ce soit elle, que ce soit A, etc. Donc, vous contactez un opérateur et vous avez la possibilité d'héberger quand vous répondez aux critères qui sont fournis par, disons, ce gestionnaire de serveurs Racine. Les fournisseurs d'accès opérateurs de réseau comme les centres de données, les opérateurs mobiles, les points d'échange, les universités, vous pouvez engager les démarches nécessaires pour héberger une instance de serveur Racine parce que des structures comme ça qui font beaucoup dans les questions de connexion ou bien qui donnent l'accès ou bien qui mettent en lien plusieurs personnes, donc peuvent éventuellement, il est recommandé qu'ils demandent à avoir une instance de serveur Racine. Alors, quand on veut déployer un serveur Racine au niveau d'une structure, par exemple, donc il y a chaque opérateur de serveur Racine qui définit ses propres stratégies de déploiement.
Donc, comme on l'a dit, on nous a dit qu'il y a 12 opérateurs. Donc, chaque opérateur a ses règles. Donc, d'un opérateur à un autre, les règles sont différentes. Par exemple, la stratégie d'ICANN vise 2 objectifs majeurs. Donc, le premier objectif, c'est soutenir la communauté Internet en plaçant les instances de serveurs Racine dans des emplacements diversifiés. Donc, c'est un objectif. Et le second, c'est soutenir la résilience du système de serveurs Racine lorsqu'il est soumis à une attaque DOS. Vous savez que ICANN, en tant qu'organisation, ICANN, quand nous parlons d'ICANN, la mission de l'ICANN, c'est de permettre que l'Internet soit stable, sécurisé. Donc, c'est la mission de l'ICANN. Et des instances qui sont déployées par ICANN sont appelées IMRS. C'est juste en anglais IMRS. Et nous avons vu sur le slide précédent que c'est le L qui est géré par ICANN. Alors, sur le prochain slide, qu'est-ce qu'on peut, si on veut, avoir une instance, disons, du serveur L, que nous appelons IMRS. Donc, ICANN, c'est l'organisation, en plus de ses fonctions, des fonctions IANA, ICANN, en plus de ça, gère encore l'instance L. Donc, ce qui est particulier chez les instances de ICANN, c'est que ça peut être déployé dans différents types de réseaux, sauf les points d'échange. Donc, à dessein, ICANN a voulu adopter cette stratégie. Donc, ICANN veut permettre à cette diversification que les gens puissent aller, s'ils veulent aussi, chez d'autres opérateurs. Mais ICANN a choisi intentionnellement que ceux qui veulent déployer les instances, elles, ne les mettent pas dans les points d'échange. Donc, si vous voulez avoir une instance, elle, par exemple, il faut contacter, disons, notre département qui s'appelle GSE au niveau de l'ICANN. Généralement, il y a 2 modèles d'équipement. Ce n'est pas de gros équipements, mais c'est souvent spécifique. Donc, il y a le Calypso et le Pondera. Pour vous donner une idée, vous avez un qui coûte autour de $2,000 et l'autre, je crois, autour de $10,000. Les 16 ans d'équipement, c'est des équipements. Donc, c'est des équipements standards quand vous voulez déployer une instance du serveur L qui est faite par ICANN. Donc, comme je l'ai dit encore, ils ne sont pas déployés dans les points d'échange, mais cela n'empêche pas, quand vous faites partie d'un point d'échange, vous le mettez dans votre propre réseau, mais pas spécifiquement au point d'échange. Juste comme je l'ai dit, compte tenu de la politique de l'ICANN de permettre une diversification, d'autres personnes peuvent les mettre dans le point d'échange. Il n'y a pas de redevance à payer à ICANN, mais bien sûr, ICANN veut juste s'assurer que vous pouvez bien gérer ce serveur. Donc, généralement, quand on veut héberger une instance du serveur L, ICANN demande d'abord à savoir la structure. Une fois que la structure est connue, ICANN essaie d'avoir plus d'informations sur la structure. Après ça, on s'informe sur ce que vous avez, on veut assurer, parce que quand vous voulez installer une instance, il faut que vous soyez en mesure de fournir le minimum, la sécurité physique même, et la sécurité en termes d'alimentation, etc. Donc, vous avez plus d'informations sur un document que nous appelons FAQ. Donc, c'est le lien qui est mis en bas du document que nous avons. Donc, vous avez cette possibilité de demander à héberger une instance L. Donc, il y a des gens qui demandent et une fois qu'on fait tout, eux-mêmes, ils achètent les équipements. Donc, il y a cette possibilité. Et bien sûr, je pense que nos collègues d'Afrique nous diront aussi ce qu'ils font dans ce domaine pour pouvoir aider les différentes organisations qui sont intéressées à avoir des instances. Donc, pour finir ma présentation, si vous êtes intéressé par 2 instances, vous avez, par exemple, si vous voulez le D, une instance du D. Donc, c'est essentiellement les points d'échange essentiellement. Donc, vous avez les critères de déploiement quand vous allez sur leur site des routes, etc., qui est mentionné. Vous aurez le lien. Pour le E, vous avez les informations qui sont dans le document. Pour le F aussi, tout réseau, on peut le mettre dans tout réseau. Pour le I, les points d'échange, les fournisseurs d'accès, les gouvernements, les académies, disons les universités et autres institutions. Pour le J aussi, pas de limite. Pour le K, pas de limite. On peut le mettre dans n'importe quel réseau.
Donc, voilà, en dehors de ICANN, qui peut vous permettre d'avoir une instance L, nous avons encore d'autres structures. Donc, avant de passer à mon collègue, nous allons vous inviter à aller encore sur Menti pour nous permettre d'avoir quelques informations de votre part. Donc, allez sur menti.com. Le code, c'est le 81 32 096. Donc, allez encore sur menti.com avec le code 81, qui est le même code 81 32 096. Donc, souhaiteriez-vous, compte tenu de tout ce qu'on a dit jusque-là, souhaiteriez-vous héberger une instance de serveur Racine? Donc, compte tenu de ce que nous avons dit jusque-là, donc, souhaiteriez-vous héberger une instance de serveur Racine? Nous allons voir ce que vous pensez faire. Donc, nous voyons que certains sont en train de se positionner, de réfléchir, d'aller dans cette direction pour héberger. Donc, ils ont vu les conditions. Je pense que certains participants trouvent que c'est intéressant pour eux d'héberger une copie des instances Racine pour plusieurs raisons. On a parlé de la résilience, parce qu'ils voient qu'ils ont des infrastructures pour faire ça, parce qu'ils veulent être aussi utiles à la communauté. Parce que quand ils hébergent une instance, donc ils sont utiles à leur communauté locale. Donc, je pense que nous avons quand même 12 participants jusque-là. Donc, je laisse Willy gérer cette partie et puis passer la parole à Cédric pour la prochaine présentation. Merci. Merci, Yaovi. Donc, nous avons 14 personnes qui ont déjà répondu. Les autres peuvent participer. C'est le dernier sondage de la journée. Et donc, comme vous avez constaté, donc effectivement, la majeure partie souhaite pouvoir héberger une instance. Et donc, maintenant, ce sera à Cédric de vous faire la présentation de ce que fait Afrinic dans ce cadre. Bonjour à tous et bon après-midi. Ici Cédric Adrien Beillet, je suis le Infrastructure Unit Manager pour Afrinic. Et donc, je vais vous parler ici de ce que nous appelons à Afrinic le AFRSCP pour Africa Root Server Copy Programme. Donc, c'est un programme qui a pour but d'augmenter, d'installer plus d'instances de serveurs Racine en Afrique. Il est vrai que ce programme va cibler principalement les points d'échange, mais nous ne nous limitons pas uniquement aux points d'échange. Pourquoi? Parce que le contexte africain est ce qu'il est, et dans certains pays, soit il n'y a pas de point d'échange, ou alors le point d'échange n'a peut-être pas la capacité d'héberger ces serveurs Racine. Alors, notre objectif principal, c'est d'augmenter le nombre d'instances de serveurs Racine dans notre région. Et comment est-ce que nous allons le faire? Premièrement, en prenant en charge l'acquisition du matériel et ensuite en facilitant les contacts administratifs. Tel que cela a été présenté par Yazid, il y a actuellement 12 opérateurs de serveurs Racine dans le monde. Et nous travaillons avec certains parmi eux, donc notamment ICANN sur toute la partie L. Et donc, nous allons faciliter cette partie contact administratif lorsque vous venez au niveau de Afrinic. Et donc, notre objectif est d'accroître la résilience du DNS dans notre région de service. Et pour cela, donc, nous allons donner cet accompagnement. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur ce site, donc www.afrinic.net/route-serveur-copie. Et donc, vous aurez un formulaire à remplir. Et une fois que le formulaire est rempli, cela arrivera chez nous et nous vous prendrons contact avec vous. Nous allons évaluer votre demande. Merci encore et merci Willy, merci Yaovi, merci Yazid. La parole est à vous. Merci beaucoup Cédric et merci à Yaovi également pour sa présentation tout à l'heure. Donc, nous arrivons, on va dire, au terme de ce webinaire qui nous a fait passer à travers les différents, on va dire, les différents méandres
du système de serveur Racine depuis donc l'origine du DNS en lui-même. On a vu aussi comment ça se passait avant l'existence du DNS. Et puis, depuis 1984, donc, que le premier serveur Racine a été installé par Paul Moka-Petris, comment est-ce que le serveur Racine est devenu finalement un système de serveurs Racine avec 13 serveurs labellisés de A jusqu'à M. Et grâce à la technique Anycast, on est aujourd'hui à plus de 1300 instances de serveurs Racine déployées donc dans le monde, avec, on l'a vu tout à l'heure, 110 instances qui sont donc en Afrique. On peut donc dire en fait ou penser que le système de serveurs Racine bénéficie d'une infrastructure solide, robuste et très redondante, donc qui a pu résister à l'épreuve du temps depuis donc le 1984. Mais on a tout de suite remarqué également que l'Afrique a besoin d'une meilleure couverture donc des services. On a remarqué qu'il y a certains pays dans lesquels, par exemple, il n'y a pas du tout d'instance de serveur Racine, alors que Yaovi avait expliqué tantôt les avantages qu'il y a à héberger donc une instance de serveur Racine chez soi, en tout cas, quand je dis chez soi, ce n'est pas à la maison, mais dans son pays, pour faire bénéficier son université, les clients de ces fournisseurs d'accès ou même déployer en version l'instance en mode global pour que donc tous les opérateurs puissent en bénéficier. Donc, c'est vraiment important. C'est un élément catalyseur qui participe donc à l'amélioration de l'expérience de l'utilisation d'Internet. Et puis, évidemment, Internet lui-même continue d'évoluer, bien sûr, en termes de technologie que d'utilisation. Et au fur et à mesure donc, que cet Internet-là évolue, le service Racine donc, essaie aussi de s'adapter pour répondre à cette évolution-là. Et puis, on a dit que la mise en œuvre d'un modèle de gouvernance donc, devrait, au début des années de 2022, pardon, donc devrait permettre de contribuer à une meilleure gestion du système de serveurs Racine de façon globale. Donc, c'est la fin de cette présentation de ce webinaire et nous avons été heureux de pouvoir échanger avec vous. Je vais laisser la parole sans doute à Willy. On va certainement recueillir les questions maintenant en direct. Oui, peut-être s'il y a quelques questions, vous pouvez les poser dans la section Q&A si vous avez encore des questions. On peut peut-être encore consacrer une dizaine de minutes si vous avez des questions, sinon nous allons clôturer. Donc, je rappelle juste que vous aurez un sondage à la fin de ce webinaire et après ce sondage, vous aurez donc accès à l'ensemble des ressources qui vous ont été indiquées, présentées, suggérées. Donc, n'oubliez pas de répondre au sondage qui vous sera proposé à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi pour le moment à les poser dans la section Q&A. Willy, si tu permets, une question intéressante qui avait été posée la semaine passée lors de la présentation en anglais, c'était quelles sont les implications d'héberger une instance de serveur Racine. Je ne sais pas si peut-être Yazid, si tu veux répondre à la question. OK. Merci beaucoup, Cédric, pour le rappel de cette question. Alors, comme Yaovi l'avait expliqué tantôt, les implications sont essentiellement la gestion donc, de la connectivité Internet pour que les mises à jour depuis l'opérateur de serveur Racine puissent se faire. Et ici, on parle de DNS, donc on n'a pas besoin d'une grande bande passante vers le serveur. Une autre implication, c'est donc le serveur doit être opérationnel 24 heures sur 24, comme Yaoui l'avait expliqué tantôt. Donc, il faut de l'électricité. C'est pour ça qu'il avait expliqué que ICANN et la plupart des autres opérateurs également vont chercher à s'assurer que l'hébergeur, en tout cas le potentiel hébergeur qui est en train de mener la démarche, est effectivement une structure qui est capable donc de pouvoir assurer la disponibilité de ce serveur-là. Essentiellement, c'est les principaux éléments.
généralement, les opérateurs de serveurs Racine ne permettent pas que l'hébergeur puisse configurer, donc puisse accéder au serveur. Il fait son déploiement dans son rack, dans son data center ou dans son infrastructure. Il s'assure que la connectivité y est, mais c'est l'opérateur de serveur Racine à distance qui fait vraiment les configurations, que ce soit les configurations de mise à jour du fichier de zone de la Racine ou que ce soit les configurations de mise à jour du serveur lui-même pour, par exemple, les patchs de sécurité, mettre à jour le système d'exploitation, etc. Donc, l'hébergeur, le réseau qui héberge l'instance de serveur Racine ne va pas, je vais dire, recruter un ingénieur pour pouvoir s'occuper de ce serveur-là. Si ce n'est juste, par exemple, les maintenances physiques, vérifier que les disques ne sont pas défectueux. S'ils sont défectueux, eh bien, il faut les remplacer parce que là, c'est dans votre réseau. L'opérateur ne va pas quitter depuis chez lui, quelque part aux États-Unis, pour venir remplacer le disque dans votre réseau. Donc, voilà un peu les implications que cela incombe. J'espère que les participants ont bien compris. Merci encore, Cédric, pour avoir rappelé la question. Merci Yazid. Une autre question qui était venue avec, c'est justement, et que tu as touché, c'est de savoir justement lorsqu'il y a des maintenances ou quelque chose de défectueux, qui prend en charge le remplacement, enfin tout ce coût. D'accord. Je vais cette fois-ci, Yaoui, si Yaoui est toujours connecté. Je suis en ligne, donc ça dépend. En fait, je donne un exemple concret. L'équipe de déploiement qui assiste au déploiement du serveur au niveau d'ICANN, elle là en permanence supervise généralement, et quand il y a un souci, l'équipe alerte le partenaire qui a hébergé l'instance, qui a tel souci. Donc, on peut vous dire, bon, on n'arrive plus à voir votre instance. Donc, si c'est un défaut, quel que soit le problème, ce que ICANN fait dans le cas du L, par exemple, il voit la structure qui a hébergé l'alerte et ensemble voit là où se trouve le problème. Donc, ça peut être qu'il n'y a plus d'alimentation ou bien qu'il y a un problème de configuration qui s'est posé. Donc, on travaille toujours avec l'équipe. Mais si c'est l'équipement qui est défectueux, donc généralement, certains hébergeurs d'instances achètent eux-mêmes les équipements. Puisque je vous ai dit, vous pouvez avec $2000, autour de $2000, 2300, donc 2500, avoir un équipement. Donc, ceux qui achètent l'équipement eux-mêmes après, ils décident de le changer. S'il y a besoin de le changer, mais toute l'assistance technique en permanence, ICANN assiste l'opérateur qui a décidé d'héberger une copie du serveur L. Donc, l'installation, tout ça se fait à distance même, l'installation. Donc, une fois que l'équipement est acquis, donc ICANN fait toute l'installation à distance, bien sûr, avec le staff local de la compagnie ou bien la structure qui veut héberger. Je crois avoir répondu à la question. Merci. Merci beaucoup, Yaovi. Merci, je vois Yaovi. également une question dans le Q&A. Oui, tout à fait. Je te la pose et comme ça, tu peux répondre. Donc, comme là, qui demande, est-ce que la gestion de DNS par un pays peut l'aider à tracer les échanges commerciaux et fiscaux, les échanges électroniques? Alors, ici, il ne s'agit pas de tracer en matière de... on veut révéler des données à caractère personnel. Mais comme Yaovi a dit, héberger une instance de serveur Racine dans un pays peut faciliter. Donc, ça va faciliter la connectivité. Enfin, ça va contribuer à faciliter. Mais les opérateurs de serveur Racine ne diffusent pas d'informations liées au tracking. Il n'y a même pas d'informations liées au tracking qui parviennent au serveur Racine. Il n'y en a pas. Ok, très bien. Une autre question, celle de Dieudonné. Y a-t-il eu de cas de DDoS sur les serveurs Racine survenus en Afrique? Si oui, comment ceci a été géré? Ok. Merci. Alors, je vais peut-être, Yaoui, tu es toujours en ligne? Oui, je suis là. Je vais peut-être vérifier et puis l'équipe de présentation va revenir à mon niveau.
Mais ce que je veux dire, en fait, quand il y a plusieurs instances Office, c'est aussi une des raisons c'est le DDoS, les attaques DDoS. Exact. En fait, les attaques Exact. DDoS, en fait, c'est des attaques orientées et qui peuvent atteindre plusieurs machines en même temps. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs instances, ça fait que, en fait, quand il y a les attaques DDoS, c'est difficile que l'Internet tombe. En fait, c'est ça. Et quand on a des instances aussi, ça fait que les attaques peuvent être dirigées d'un côté. Donc, c'est ça même un des objectifs, d'avoir des instances, donc d'éviter que ces genres d'attaques n'atteignent pas tout le système de serveur Racine. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à mon niveau. Donc, quand il y a des attaques, ça n'affecte pas vraiment tous les serveurs qui sont dans la gestion de la zone Racine. Et Yazid, tu voulais ajouter? Oui, je voulais justement confirmer ce que tu expliquais tantôt. Et d'ailleurs, tu expliquais tout à l'heure dans ta présentation que l'une des stratégies d'ICANN, c'est justement la diversité des instances pour pouvoir donc atténuer les attaques de DDoS, donc pour pouvoir assurer la résilience du service Racine. Parce qu'effectivement, il y a des attaques DDoS et comme Yaovi vient de l'expliquer, plus il y a d'instances de serveurs qui fournissent le même service, une instance qui est victime d'attaques DDoS ne va pas paralyser donc le fonctionnement du réseau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on invite beaucoup plus d'entités à mener des démarches pour pouvoir justement acquérir, héberger une instance de serveur Racine pour participer à la sécurité, à la stabilité et à la résilience d'Internet de façon globale. Je voudrais juste beaucoup insister sur le fait que vous parlez de résilience. Tout ne doit pas reposer sur un seul point, mais c'est le fait d'avoir plusieurs points distribués, répartis, qui permet d'assurer cette résilience-là. Tout à fait. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, j'ai vu aussi, je souhaiterais revenir sur la question de Alpha Abdoulaye Thiam. D'accord. Qui parlait donc, quels sont les prérequis pour héberger une copie sécurisée, donc DNSSEC, de serveur Racine. Et comme Yaovi a dit, de façon globale, les prérequis varient d'un opérateur à un autre. Mais au niveau de la Racine aujourd'hui, DNSSEC est déployé au niveau de la Racine. Donc, quand on dit que DNSSEC est déployé au niveau de la Racine, tous les opérateurs de serveurs Racine, chacune des instances qu'ils ont déployées, d'accord, DNSSEC est déjà activé dessus. Donc, je voulais apporter cette précision-là à la question. Okay. Merci Yazid. Merci. Donc, est-ce que nous avons encore d'autres questions? Si nous n'en avons plus, je pense que nous allons clôturer. Donc, nous remercions aux différents participants. Nous espérons que la présentation, l'échange a été enrichissant. Et encore une fois, n'oubliez pas de répondre au sondage à la fin, qui nous permettra également de nous améliorer et également vous pourrez aussi suggérer d'autres présentations. Nous remercions donc Yazid et Yaovi d'ICANN pour ce webinaire qui a porté donc sur le système des serveurs Racine. Et nous vous reverrons à l'occasion d'autres webinaires organisés au sein d'Afrenic. Merci, merci à tout le monde. Merci Cédric. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci Willy, Yazid. Merci Yaovi. À bientôt. Bye bye à tous les participants. Merci à tous.